I'm high on believing. Oh, excusez-moi, je vous avais pas vu, j'étais trop dans l'ambiance. En tout cas, je suis ravie de vous revoir. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, petite chaise pour le confort. Nous sommes bien accompagnés puisque on s'apprête à parler de la dernière sortie des studios Marvel, le tout dernier opus des Gardiens de la Galaxie, les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Depuis quelque temps déjà, les sorties Marvel sont de plus en plus inquiétantes et également de plus en plus décevantes. On peut parler du dernier qui est sorti au cinéma, Quantumania, ou encore de d'autres traumatismes. Je ne nommerai pas Thor 4, mais j'y pense fortement. Et au milieu de ce charivari, les gardiens, qui sont les chouchous du public, font figure d'exception puisqu'ils n'ont pas eu droit, pour le moment, à leur désastreux retour dans la phase 4. Mais il fallait bien qu'ils reviennent dans nos cinémas, et c'est le cas cette semaine, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique, et nous on se retrouve juste après. Alors, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3 est le tout dernier film du MCU. Il dure 2h29, qui, pour le monde du MCU, est une durée classique, voire quasiment raisonnable. Il est sorti le 3 mai 2023, c'est-à-dire mercredi dernier, et c'est donc un film de type super-héroïque et aventure science-fiction. C'est le 32e film de l'univers Marvel, qu'on appelle plus communément le MCU ou le Marvel Cinematic Universe. Nous en avons déjà beaucoup parlé sur la chaîne. On avait d'ailleurs fait toute une vidéo récapitulatrice sur les 3 premières phases qui forment la saga de l'infini. J'avais également fait une vidéo spécifique à la fameuse phase 4, qui est la phase 4 qui suit la phase de la saga de l'infini. Cette phase 4, elle est terminée. Et si vous suivez bien, nous sommes maintenant dans la phase 5, et c'est le second film de la phase 5 après Quantumania. Les Gardiens, ça fait presque 10 ans qu'on les suit au cinéma. Le premier film qui lui appartenait à la seconde phase du MCU est sorti en 2014. On y découvrait l'équipe des Gardiens, les différents protagonistes. Ils y combattaient Ronan l'Accusateur. 3 ans plus tard, ils ont eu droit à un second opus, le volume 2, qui est donc sorti en 2017 et qui lui appartenait à la phase 3, qui précédait Avengers Endgame et Avengers Infinity, où ils sont également apparus. Dans ce volume 2, on en apprenait plus sur la filiation de Star-Lord, donc de Peter Quill, d'où venait-il, qui était son père, etc. et comment il arrivait à survivre à la puissance de la pierre de l'infini. Et on rencontrait un nouvel élément qui allait rejoindre le groupe, qui est Mantis. Sachant qu'en parallèle de ça, on a évidemment les Ravageurs, et notamment Yondu, le père adoptif / kidnappeur de Peter Quill quand il était jeune, et toute son équipe de bras cassés de l'espace, ainsi qu'un ensemble de différentes planètes et espèces qu'on avait rencontrées, notamment les souverains, espèces de peuples à la peau dorée qui se prennent pour l'élite du monde, dont on va reparler dans ce film. Donc comme je vous l'ai dit, ensuite ils sont évidemment apparus dans les 2 méga films qui ont terminé la saga de l'infini, c'est-à-dire Avengers Infinity War et Avengers Endgame. L'année dernière, ils ont eu droit à un moyen métrage un petit peu hors sujet qui s'appelait Les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête, dont on avait parlé sur la chaîne, qui est donc sorti en 2022. C'était pas vraiment une suite de las aventures, c'était plutôt une side story de Noël, dirons-nous, mais qui a permis d'introduire des éléments que l'on retrouve dans ce nouvel opus, c'est-à-dire le fait que les Gardiens se sont, depuis Endgame, installés sur Nowhere, qu'ils dirigent, dont ils ont fait leur quartier général, et ils s'occupent également de la ville et de ses habitants. Si j'ai adoré les 2 premiers opus, c'est-à-dire le volume 1 qui est absolument iconique, qui fait partie des meilleurs films de Marvel, et le volume 2 qui était très sympathique, j'ai moyennement apprécié le court-métrage, moyen-métrage Joyeuse Fête, que j'avais trouvé passablement ridicule, qui n'apportait, disons-le, pas grand-chose au schmilblick. C'était vraiment un ajout qu'ils ont tourné en parallèle d'ailleurs de ce film, le volume 3, et qu'ils ont sorti pour Noël, histoire de nourrir la plateforme Disney+, mais c'est pas vraiment important dans le parcours des Gardiens, et si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. À la réalisation de tous ces films et de ce moyen métrage, nous avons James Gunn, qui est vraiment le papa des Gardiens dans le MCU. James Gunn, c'est un réalisateur un peu à part, puisque c'est un réalisateur qui travaille à la fois chez Marvel et chez DC, c'est-à-dire chez les 2 frères ennemis de l'univers super-héroïque au cinéma actuellement, puisque chez Marvel, il est derrière tous les films des Gardiens et le moyen métrage, ainsi que ce volume 3. Et chez DC, c'est lui qui a réalisé The Suicide Squad, l'espèce de Suicide Squad second opus qu'on a eu en 2021, et qui est derrière la direction de la série Peacemaker. Mais c'est pas tout, il est aussi depuis 2022 le co-PDG de DC, enfin du DCU avec Peter Safran. C'est donc lui et Peter Safran qui sont supposés donner de la cohérence à l'univers étendu de DC, de la même façon que le fait Kevin Feige ou Kevin Feige, prononcez-le comme vous voulez, pour le MCU. C'est d'ailleurs pour son rôle dans le DCU que James Gunn a pas forcément une très bonne aura parmi les fans de films super-héroïques, mais personnellement j'ai absolument rien à lui reprocher sur son travail sur les Gardiens. Les 2 premiers films sont très bons, et j'ai rien à lui reprocher non plus sur son film de 2006 qui s'appelle Horribilis, qui est un film d'horreur hyper chelou. Si vous l'avez jamais vu, ça vaut le détour parce que c'est vraiment un truc un peu différent de la filmographie de James Gunn avant qu'il se lance dans le super-héros.
Alors, parlons un peu plus avant de ce nouveau film des Gardiens et de cette suite et fin qui nous est promise avec ce film, puisque le film est présenté comme le dernier opus des aventures de notre équipe de gardiens favoris que l'on suit depuis 2014. Comme je vous l'ai dit, ils sont vraiment parmi les héros les plus appréciés du Marvel Cinematic Universe, surtout depuis les dégâts qu'on a subis, que ce soit avec Infinity et Endgame, on a eu des pertes tragiques, je ne me remets toujours pas du départ de Tony, ou les malencontreuses humiliations de la phase 4 qui ont relégué au second plan des héros comme Hawkeye, comme Thor, comme Hulk, etc. Dans cette espèce de monde post-phase 4, il reste plus grand chose auquel s'accrocher et les gardiens font partie des derniers monolithes qui persistent de la saga originelle, si je peux l'appeler ainsi, et des héros qui sont encore aujourd'hui des valeurs sûres pour de nombreux fans. D'autant plus qu'on les a vus énormément évoluer tout au long de la saga, non pas en tant que héros solo, mais en tant que groupe, voire même que famille. Et donc il y a un attachement émotionnel pour beaucoup d'entre nous qui est assez particulier avec les gardiens parce qu'ils ont ce côté fun, ce côté drôle, les films sont assez légers et agréables, mais en plus il y a ce côté familial et proximité qui les rend particulièrement touchants et particulièrement attachants pour les fans. En particulier pour le petit Groot que depuis le premier film, on suit grandir, on voit littéralement son évolution sous nos yeux. C'est le cas pour toute cette espèce de famille étrange que compose le groupe des Gardiens de la Galaxie. Ce qui fait que Petit 1, les Gardiens, c'est une entité extrêmement particulière dans le MCU, c'est comme un groupe dans un groupe, c'est pas vraiment les Avengers, c'est vraiment un groupe à part, ils ont leur propre side story, leurs propres histoires, leur propre univers quasiment, puisque l'univers des Gardiens est rarement atteint par les problématiques très terrestres des Avengers, et en plus parce qu'on a évolué avec eux au fil du temps et qui nous ont pas quittés depuis 2014. Là, on va les retrouver tout de même 11 ans après le volume 2 de leur dernier film solo entre guillemets, donc Les Gardiens de la Galaxie 2, et 2 ans après Endgame, beaucoup de changements ont été opérés, et donc il y a beaucoup de choses à dire et à voir dans ce film, puisque des personnages que l'on a quand même suivis avec une certaine proximité avant ont pris de la distance vis-à-vis de nous, et on va donc s'intéresser au chemin qu'ils ont suivi depuis. On va forcément évoquer encore et toujours la perte terrible de Gamora malgré le retour de sa version du passé dans Endgame. Et si l'on connaît déjà grâce au parcours qui a été fait dans les précédents films, les passés et les souffrances de nombreux héros des Gardiens, que ce soit forcément l'enfance et les problèmes de Peter Quill avec son père, que ce soit ceux de Mantis qui sont liés à l'histoire de Quill, que ce soit les problèmes de Nebula et de Gamora vis-à-vis de Thanos, la perte de Gamora pour tout le groupe, ou encore la perte de la famille de Drax, tout cela on sait déjà, mais s'il y a bien un personnage sur lequel on a finalement peu d'informations dans les Gardiens et qui va être le centre de l'histoire de ce troisième opus, c'est Rocket, le raton laveur qui n'est pas un raton laveur, qui était pour le moment le personnage le plus mis de côté au niveau backstory, et c'est sur lui qu'on va se concentrer. Ainsi, le film débute à Nowhere, où se sont donc installés les Gardiens, où l'équipe fait sa petite vie sans être réellement épanouie, et où ils vont être attaqués du jour au lendemain par l'un des représentants de l'espèce des fameux bonhommes à la peau dorée qui se prennent pas pour de la merde, les souverains. Cette attaque va d'autant plus les marquer qu'elle va mettre Rocket en grande difficulté, et que pour le soigner, ses amis vont être obligés de creuser dans son passé, et notamment de se tourner vers celui qui serait son créateur, ou plutôt son bourreau, un certain maître de l'évolution dont on n'avait jusqu'alors pas du tout entendu parler. Voilà un petit peu où se situe ce troisième opus par rapport aux deux films et ce qu'il va nous raconter. Il va nous permettre de nous intéresser à un héros qui jusqu'alors avait été mis de côté, qui est Rocket, et à sa backstory, mais également, du moins d'après ce qui a été annoncé avant la sortie du film, nous préparer psychologiquement à la fin des Gardiens de la Galaxie tels qu'on les connaît pour le moment. Cette fin n'étant cependant pas encore effective, on retrouve le casting habituel, c'est-à-dire Chris Pratt pour incarner Star-Lord. Chris Pratt, évidemment, c'est Jurassic World et plein d'autres films, c'est vraiment la tête d'affiche de ce film. Il a à ses côtés, comme depuis le début, Zoé Saldana, qui incarne donc Gamora, et qui est également l'héroïne de la saga Avatar. On retrouve également une actrice que j'aime beaucoup et qui est vraiment sous-cotée, qui est Karen Gillan, qu'on a pu voir dans Jumanji, qui incarne ici Nebula, et que j'avais beaucoup apprécié dans la saison 1 de sa série qui n'a pas été reconduite, Selfie, si vous l'avez jamais vue, c'est une série vraiment fun, mais que j'avais beaucoup apprécié avec Karen Gillan en premier rôle. On retrouve aussi évidemment qui incarne Drax, David Bautista, dont on a parlé récemment sur la chaîne puisque dans le film Knock at the Cabin que j'ai pas mal apprécié, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus, et également dans le fameux Glass Onion dont on a beaucoup parlé à Noël. Paul Kiniensieff qui est la seule actrice française du casting qui incarne donc Mantis, et que l'on reverra cette année puisqu'elle est à l'affiche du film Mission Impossible qui va arriver cet été, j'ai beaucoup trop hâte. Vin Diesel qui fait la voix de Groot, Vin Diesel qu'on va aussi revoir cette année puisque le 10e opus de Fast and Furious dont il est le héros va sortir. Bradley Cooper qui fait lui la voix de Rocket depuis le début, Bradley Cooper je vous le présente même pas. Et également Sean Gunn qui a su s'imposer en tant que ravageur pas doué depuis le second opus et qui est le frère de James Gunn. Donc James Gunn a casté son frère pour jouer le pas doué, pas aidé, un peu ridicule dans le casting. Je sais pas si c'est un coup de pouce pour sa carrière ou une vengeance à ce niveau-là. Cependant, les têtes d'affiche habituelles sont rejoints par deux acteurs. Tout d'abord, Will Poulter, qu'on a pu voir dans le film Midsommar. On a récemment parlé de Ari Aster sur la chaîne, donc, puisque son nouveau film est sorti, Beau is Afraid, lui il était dans le précédent qui a eu un certain succès, Midsommar. Et il était également dans le film The Revenant, excellent film par ailleurs.
ainsi que Shukoudi Iwuji qui va incarner l'antagoniste dans cet opus et qui a déjà travaillé avec James Gunn puisqu'il est à l'affiche de la série Peacemaker et qu'on a aussi pu le voir en 2017 dans John Wick 2, la fameuse saga dont on a également parlé sur la chaîne récemment parce que tout est lié. Maintenant que l'on sait à quoi s'en tenir, je vais enlever ma veste parce que je crève de chaud et on va passer à l'image et la photographie. Alors, concernant la photographie et l'image et la mise en scène d'une manière générale, on est sur le style James Gunn, que personnellement, je ne rejette pas du tout. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié ce qu'il a fait sur les 2 premiers Gardiens de la Galaxie au niveau de l'image, de la construction, etc. C'est assez généreux, c'est assez foisonnant, c'est assez coloré, c'est vraiment typique de son cinéma, c'est ce qu'on retrouve aussi dans son film The Suicide Squad. Ce 3e opus est dans la droite ligne et je ne m'en plains absolument pas. Franchement, c'est très satisfaisant, on retrouve aisément les codes des gardiens, que ce soit au niveau de la colorimétrie, que ce soit au niveau des lieux qu'on visite forcément, que ce soit au niveau de la mise en scène, des regards qui sont faits entre les acteurs, etc. On retrouve ce jeu fun, léger, coloré, mais quand même avec un peu plus de noirceur dans cet opus, et personnellement j'en suis extrêmement satisfaite. Je trouve que franchement c'est un vrai atout pour les gardiens d'avoir une identité visuelle propre, même s'ils appartiennent à la saga Marvel plus largement. James Gunn a réussi à leur donner leur identité visuelle, leur façon de faire, leur code au niveau de l'organisation de l'image, au niveau de la couleur, au niveau des décors. Oui, à chaque fois on visite de nouveaux visuels, on visite de nouveaux environnements, mais ces nouveaux environnements sont dans les codes de ce qu'on a pu trouver dans les précédents films. Là par exemple on va sur une planète qui est organique, qui est super dégueu par ailleurs au niveau visuel, enfin moi j'ai trouvé ça très fun et très intelligent la façon dont c'est construit visuellement, mais c'est super weirdo. Mais tu me montres ça sorti de n'importe quel contexte, je pense que je pourrais en arriver à la conclusion que ça pourrait appartenir à l'univers des gardiens, à leur univers à eux. Et ça, je trouve ça vraiment important d'arriver à donner une vraie identité à ton image et une vraie identité à ton groupe de héros et à leur film. Autre chose que je trouve particulièrement intéressante à mettre en avant sur ce volume 3 dans la construction de l'image et la photographie, ils ont réussi, tout en gardant la cohérence entre gros guillemets de l'univers des gardiens, d'être encore plus fou que dans les 2 précédents films. Vraiment, on a des planètes, des environnements, des tenues qui sont hors normes. Je pense encore une fois à cette espèce de planète organique et à la façon dont sont habillés les gens qui l'occupent. C'est nimp. C'est nimp et pourtant ça se tient parce que c'est l'univers des gardiens et comme l'univers des gardiens, ce côté coloré, ce côté exagéré, ce côté un peu pop, un peu années 70-80, vous voyez, pas seulement musicalement mais aussi au niveau de l'image, bah ça passe crème et on sent qu'ils se sont éclatés, voire même qu'ils se sont encore plus lâchés dans cet opus et pourtant il est cohérent et il fonctionne avec l'univers. Visuellement, on a du space opéra, on a du fun, on a presque du dégueu quasi organique, bizarre, mais qui passe crème avec des couleurs improbables, de l'orange fluo, du rouge fluo, du jaune fluo, mais qui correspond à l'identité des films. À côté de ça, on a un film qui est beaucoup plus noir que les précédents. On a certaines scènes qui sont à glacer le sang, qui personnellement m'ont touché. On va en reparler un peu plus tard dans la vidéo quand je vous parlerai de l'émotionnalité de ce film, parce que je trouve que c'est un film qui est très émotionnel, on va revenir dessus, mais on a quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus noir qui est plutôt insinué. On nous montre pas visuellement des trucs gore ou de la torture, mais c'est insinué avec une ambiance qui est parfois très froide et très sombre, et ça c'est une nouveauté dans l'univers des gardiens, et ça fonctionne hyper bien avec ce qui existait déjà, c'est une réussite de ce côté. Les effets spéciaux également sont égaux à eux-mêmes, ils en font pas trop, ils font juste ce qu'il faut, c'est pas dégueu, c'est pas pixelisé, enfin je veux dire, on est quand même très loin de Quantum Mania. Quantum Mania c'était quand même très moche, et pourtant si vous voyez ma vidéo sur Quantum Mania, à un moment je dis que l'univers de Quantum Mania peut se confondre avec n'importe quel autre univers du MCU, voire même l'infini et au-delà, c'est-à-dire que on peut être un peu n'importe où, dans l'espace comme dans l'infiniment petit, c'est pareil au niveau de l'identité visuelle et colorimétrique. À l'inverse, là, quand on a des scènes dans l'espace, c'est des scènes dans l'espace, propres à l'identité des gardiens, bien faites, pas pixelisées, pas dégueulasses. Sur la dernière planète qui est visitée par les gardiens dans le film, on a des visuels qui sont quand même, où on arrive sur la planète, où on a quand même quelque chose d'assez fourmillement, avec beaucoup de détails, puisque James Gunn, il a un cinéma qui est quand même très généreux et très détaillé, et très chargé, en fait, d'une certaine manière, en tout cas au niveau des environnements. Ça pourrait être moche, ça n'est pas moche, parce que le taf a été fait. Moi, ça me satisfait pleinement. Alors en effet, les effets spéciaux sont pas une nouveauté, on n'a rien qui sort du lot, comme c'est le cas dans la photographie, hormis les passages un peu sombres, on n'a pas d'originalité particulière, on est dans la ligne droite des précédents films, mais au moins on ne baisse pas la qualité par rapport aux précédents films. On poursuit ce qu'on a déjà fait, on poursuit l'univers, on enrichit l'univers, tout en gardant les codes, tout en gardant la même qualité graphique. Bah écoutez, moi j'ai pas à me plaindre.
On a même quelques plans qui sont visuellement très sympas. J'ai beaucoup aimé le plan sur le pont de leur nouveau navire. Ils ont un nouveau navire, je sais pas comment on dit, enfin voilà, ils ont un nouveau truc pour voyager dans l'espace. Le plan où Star-Lord est sur le pont avant et on a l'espace devant lui, j'ai trouvé que cette scène était très belle. Et il y a comme ça quelques scènes, je vais pas vous en dire trop parce qu'il y a d'autres scènes qui seraient plus spoilantes, comme ça quelques scènes que j'ai trouvées très élégantes visuellement. Donc honnêtement, sur la photographie et sur les effets spéciaux, bah franchement, merci, le taf est fait. On pourra en demander plus, certes, mais ça, c'est la base de ce qu'on a demandé pour tous les précédents Marvel et c'est ce qui nous a pas été donné dans certains précédents opus. Je pense à Thor 4 et Quantumania, notamment en cinéma. Je parle même pas de ce qui a été fait en série parce que si on revient sur le sujet She-Hulk, on n'a pas fini. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est ce qu'ils ont excellemment fait dans les phases précédentes 1, 2, 3, et ben au moins on baisse pas de régime. Certes, j'ai pas été surprise au niveau des effets spéciaux, même si j'ai trouvé que honnêtement les animaux sauvages, la faune sauvage et le chien Cosmo sont super bien faits et font très réalistes à l'image, et c'est cool. Au-delà de ça, j'ai pas été surprise, mais j'ai pas non plus été déçue. C'est très bien. La musique, c'est extrêmement, énormément, totalement important dans un film des Gardiens. La musique, c'est toute l'identité de la saga des Gardiens, puisque toute la saga a été construite autour de la musique et de la thématique musicale. Comme je vous l'ai dit, les codes visuels très pop, très années 70-80 sont directement inspirés de la bande sonore originale du premier film. Toutes les bandes sonores des Gardiens sont excellentes. Moi, je les ai en vinyle, le volume 1, le volume 2. Donc pour le volume 3, tu n'as pas du tout le droit à l'erreur. Je pense de toute façon qu'ils savent que les fans les attendent au tournant sur la bande sonore et honnêtement, je n'ai pas été déçue. Je trouve intéressante la réflexion qui est apportée dans ce film-là où chaque film correspond à une décennie. Alors en soi, c'est pas totalement vrai. Les musiques des années 60-70 sont très dominantes sur les deux premiers opus. Là, on a des musiques des années 90, ce qui est une nouveauté et ils insinuent à la fin du film que potentiellement ensuite ils iraient vers les musiques des années 2000. J'ai trouvé intéressant d'introduire ça, même si ça fait pas totalement sens par rapport aux bandes sonores des deux premiers opus, mais j'ai quand même trouvé ça cool. Attention quand même pour des potentiels futurs opus que ça trahisse pas du coup l'identité de la saga qui est très associée aux bandes sonores des années 70-80. Et j'ai trouvé cool du coup qu'ils nous introduisent des musiques des années 90 parce que les musiques des années 90 c'est ma génération à moi. Donc je vous jure que commencer le film sur I'm a Creep de Radiohead, c'était... Oh mais j'avais les frissons, j'ai les larmes qui sont montées, j'ai eu le petit poil qui s'est hérissé, je vous raconte pas, c'était incroyable. Ça et Since You've Been Gone, de Rainbow, mais alors... Ces deux musiques-là, pépites, excellent choix, mais alors l'ouverture sur Creep, my godness, c'est génial. Oui, la musique est bien utilisée, ils ont honoré la saga, là encore ils sont dans la ligne droite, mais ils ont encore une fois réussi à nous apporter de nouveaux titres, tout en honorant les titres, on va dire, classiques de l'univers des Gardiens de la Galaxie. On a forcément un petit moment où on a un Hooked Up a Feeling, parce que t'es obligé de le mettre, mais à part ça, très bien, rien à dire, excellent, parfait. J'ai déjà ajouté la playlist du volume 3 sur mon Spotify pour pouvoir l'écouter en allant au travail. J'ai envie de m'acheter le vinyle. Oui, je suis un pigeon du marketing, mais quand le marketing est bon et que le travail est fait, que voulez-vous que je vous dise? Et quand même, petit ajout intéressant dans ce film 3, alors c'est déjà le cas dans les précédents opus, mais là je trouve que dans ce film-là, ou alors j'y ai été plus sensible, ils ont beaucoup plus utilisé les choix musicaux et les choix des paroles pour faire parler symboliquement les personnages. Quand Quill dragouillait Gamora, il mettait des musiques un peu de lovers, you know. Mais on va dire que je trouve que dans cet opus, ils ont encore plus exploité le fait d'utiliser la musique pour faire parler les personnages, et notamment pour faire parler Rocket. Comme Rocket, il a une personnalité assez fermée et qui garde beaucoup les choses pour lui, ils ont beaucoup utilisé les musiques dans le film pour exprimer les émotions du personnage Rocket, et j'ai trouvé ça super cool. Et si la musique rythme bien les différentes scènes du film et qu'on retrouve les classiques combats en musique des Gardiens de la Galaxie, il est important de noter que le film en lui-même est bien rythmé. Et ça aussi, ça fait plaisir de retrouver des films bien équilibrés dans l'univers de Marvel. Les 2h30 passent comme une fleur, je les ai même pas vues passer. En fait, je suis tout simplement rentrée dans la salle, je me suis assise, j'ai suivi, il était minuit 30, je sais pas ce qui s'était passé. J'ai pas du tout senti le temps passer, j'ai pas du tout senti de longueur, c'est bien équilibré entre les moments de combat, les moments de dialogue, les moments plus émotion, les moments plus d'explication, tous les petits flashbacks, parce que le film est rythmé par des flashbacks. Autant le flashback est pas un outil que j'apprécie énormément au cinéma, autant là je trouve que c'est extrêmement bien utilisé et qu'à chaque fois ils sont mis à des moments qui sont pertinents pour nous faire avancer dans l'histoire, pour nous faire avancer dans l'aventure des Gardiens. Vraiment, ça a été très pertinemment découpé, très pertinemment construit, le puzzle fonctionne de ouf et c'est hyper plaisant. Alors attention, il y a quand même quelques facilités au début pour lancer l'action. Pour passer de statu quo, on est sur Nowhere, tout va bien, on s'occupe de la planète, à nous sommes dans l'urgence, nous devons creuser dans le passé de notre ami Rocket pour l'aider. Il y a quand même là, entre les deux, à ce moment-là, c'est-à-dire dans le déclencheur, les 10 premières minutes, il y a de la facilité. C'est un peu dommage, d'un autre côté, j'ai pas non plus de proposition à vous faire pour comment ils auraient pu magouiller le truc autrement, donc j'ai accepté ce moment-là qui est un petit peu déjà
déjà un peu rushé, de rien à vite c'est l'urgence, et en plus qui est un petit peu facile. Après c'est relativement expliqué et recousu derrière, mais hormis ça, franchement, il n'y a pas du tout de moment où je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, mais c'est incohérent. C'est bien construit scénaristiquement et rythmiquement, le film fonctionne très bien. Et point qui peut être un petit peu casse-gueule dans le monde de Marvel, le film est également très bien équilibré au niveau de l'humour. Franchement, ça fait plaisir. Bon, l'humour des Gardiens, c'est un humour qui a toujours été un petit peu lourdingue, un petit peu dansant, un petit peu le côté fit and fun, comme c'est un groupe d'amis qui sont aussi un petit peu une famille, où des fois ils s'engueulent, des fois ils font des blagues. Ça peut être un petit peu lourdingue en tournure, on est au courant, donc quand on va voir le film, c'est vrai que de ce côté-là, les blagues de Drax par exemple ne me surprennent pas parce que ça fait partie de son personnage. Donc une fois qu'on a accepté cet état de fait qui fait partie de l'identité de la saga Les Gardiens, l'identité du groupe et l'identité de ses persos, disons que déjà on se prépare psychologiquement. Mais honnêtement, il n'y a pas tant que ça à se préparer à de l'humour lourdingue. C'est pas du tout équivalent à ce qu'on a eu dans le truc Joyeuse Fête de Noël, où là, Drax et Mantis étaient juste ridicules. Il y a quelques scènes fun, la scène de la cacahuète, machin, entre autres. C'est marrant, mais c'est léger, c'est marrant, sans être ridicule ou malaisant pour les personnages, ce qui est plutôt rare depuis Endgame chez Marvel, et qui est assez léger pour faire passer 2-3 petites scènes un peu bon enfant, mais pas trop léger parce qu'il ne faudrait pas que ça casse l'ambiance un petit peu plus sombre et un petit peu plus sérieuse de la thématique qui est abordée dans ce film. Et ça, c'est une première pour les Gardiens. On a vraiment un film qui est très sérieux sur son fond, sur son message de fond, très triste et très dur, qui moi d'ailleurs m'a profondément touchée. C'est horrible ce qu'on nous raconte sur le passé de Rocket, c'est horrible, et mettre au milieu de ça des blagues prout caca tire sur mon doigt, ça serait un petit peu malsain. Et ils ont réussi à bien équilibrer leur truc pour que l'humour ne soit pas injurieux et ne soit pas trop en rupture avec la thématique qui est abordée dans ce film, et de ce côté-là, franchement, c'est intelligent. Plus que simplement le fit and fun qu'on a pu avoir dans le volume 2, là on laisse vraiment place à une vraie émotionnalité. C'est annoncé comme le dernier film avec cette équipe, la thématique de fond autour du passé de Rocket est très dure, et l'humour se positionne vis-à-vis de ces états de fait. Je vous ai dit qu'on ferait une partie sur l'émotionnalité, franchement, le film est très vibrant. Je suis passée par plein d'émotions. J'ai ri, j'ai sincèrement ri, j'ai été touchée, j'ai eu les larmes de nostalgie, j'ai eu les larmes de tristesse, j'ai eu des sentiments de malaise parce que ce qu'on nous racontait c'était horrible. Une palette d'émotions qui est vraiment riche. D'un côté, t'as ce plaisir de retrouver un groupe de potes qui est presque une famille et tu fais partie de la famille. Comme diraient les jeunes, c'est le sang de la veine. T'es là, tu retrouves le groupe, un groupe dont tu fais presque partie. Il y a le côté très plaisant de retrouver les membres du groupe. Il y a le côté nostalgie où quand même tout le long du film tu sens que c'est la fin d'un âge. Je sais pas comment dire, ça m'a vraiment mis dans un sentiment nostalgique. Tout le temps où t'es dans le film, il y a un espèce de relan de c'est la dernière fois que c'est comme ça, c'est la dernière fois que le groupe est là comme ça, c'est la dernière fois que je les retrouve ensemble comme ça, comme une famille. Donc il y a un aspect nostalgique qui est fort, et puis il y a l'aspect horrible de la thématique, et franchement ça m'a tiré les larmes, parce que c'est triste. Ce qu'on apprend sur nos personnages, c'est triste. Je crois d'ailleurs que c'est l'une des thématiques les plus crasseuses, les plus noires, et surtout les plus très malheureusement proches de la réalité qu'on ait approché chez Marvel. Bien sûr qu'il y a plein de trucs hyper graves qui ont été abordés dans les films, notamment les films de la première phase et de la seconde phase quand on rencontrait nos premiers persos. Dans les thématiques qu'on a abordées récemment dans l'univers de Marvel, je crois que c'est la plus dure et la plus triste. Et c'est étonnant, et c'est un choix vraiment intéressant et vraiment riche de l'avoir abordé comme cela de façon aussi frontale et aussi triste dans un film des Gardiens qui est supposé être un film dans le fun. Moi je trouve ça bien, ça casse un petit peu, ça vient te surprendre toi en tant que spectateur, alors, pas dans le bon sens du terme au sens où c'est horrible ce qu'on raconte, mais dans le bon sens du terme au sens où il te prend au dépourvu. J'aime que Marvel me prenne au dépourvu parce que c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Et alors du coup, au niveau de l'antagoniste, il est détestable, abject. T'as juste envie c'est qu'il soit anéanti, et ça, c'est pas facile à faire, hein. D'autant plus que l'horreur de la thématique abordée en fait la détestabilité de son antagoniste. J'étais pas très convaincue par les visuels qui nous avaient été montrés d'antagoniste, il était un petit peu grotesque je trouvais, mais pas du tout. Il passe hyper bien, il est très bien joué par l'acteur, et il est juste ignoble, t'as juste envie de le tuer de tes mains. Et un antagoniste aussi détestable à la Geoffrey Baratheon si vous voulez. On a beaucoup d'antagonistes fades ou inintéressants, on a quelques antagonistes qui sont bien construits parce qu'ils sont ni bons ni mauvais, comme Thanos première version, pas Thanos Endgame, et là on a vraiment l'antagoniste foncièrement mauvais, et qui en plus... Oui... Tu veux pas voir le méchant monsieur, le méchant docteur? Et là on a un autre modèle qui est le modèle... Oh putain.
Là, on a un autre modèle, et qui est un modèle qui fonctionne, qui est l'antagoniste foncièrement détestable. Et en plus, bien joué dans ce sens-là, donc l'antagoniste, j'ai rien à dire non plus. En fait, j'ai pas de critique à émettre. Et en plus, porteur d'un message très intéressant. Ça faisait également un moment que dans le Marvel Cinematic Universe, on n'avait pas eu un film avec un message sous-jacent intéressant et une réflexion qui pouvait être un peu nourrissante. Et là, on a vraiment quelque chose de très intéressant autour de la maltraitance animale. C'est ça qui m'a mis vraiment mal dans le film de toute façon. Ce qui est intéressant en fait dans la façon dont le message est produit dans le film, c'est que étant projeté dans un univers de SF très loin de nos réalités et avec des technologies qui ne sont pas les nôtres, c'est pas foncièrement accusatoire, mais par contre clairement ça fait réfléchir et ça fait écho à notre réalité. En plus, je trouve qu'on a un message qui est étonnamment très sincère en fait, presque évident dans la façon dont c'est construit et dans la façon dont tous les personnages réagissent, notamment les réactions autour de Nebula, qui est un des personnages qui évolue de façon le plus intéressante je trouve dans ce film d'ailleurs. Les réactions de Nebula autour de la révélation du passé de Rocket, je les ai trouvées vraiment très intéressantes et d'une manière générale, j'ai trouvé que le ton était vraiment très juste de la façon d'aborder cette thématique et surtout dans la façon dont les gardiens qui sont extérieurs aux événements réagissent à ce qu'ils apprennent, et quasiment sincère de la part du film, et ça a vraiment résonné en moi, et j'ai trouvé que c'était très intelligent et très fin en fait. Certes, la façon dont la thématique est abordée est pas du tout subtile, puisque clairement ça met les pieds dans le plat par rapport à la situation de Rocket, etc. Mais la façon dont c'est construit et apporté, et le regard que tous les personnages portent sur la thématique est vraiment intéressante, et le rapport au transhumanisme est aussi super pertinent. Je pense notamment à la dernière planète qui est visitée par les gardiens, je vous en dirai pas plus, mais ceux qui ont vu le film, vous voyez ce que je veux dire. Là, il y a une réflexion qui est vraiment très intéressante et qui est survolée dans le film, il la creuse pas, là encore, elle est pas accusatoire, elle pointe pas du doigt et elle entre pas trop en écho avec notre réalité, mais toi, tu le vois. La graine est plantée et je trouve ça super intelligent, super pertinent et très bien équilibré. C'est un film qui est riche en émotions, qui est riche en messages, qui est riche en réflexions et qui a cette espèce de vague à l'âme nostalgique qui fait que j'ai passé un très bon moment très triste. Par moments très réjouissant de retrouver les gardiens, et par moments très triste à la fois des thématiques qui étaient abordées et du fait que c'était annoncé comme le dernier film avec eux. Et d'ailleurs parlons-en un petit peu de la suite possible, imaginable. Est-ce la fin des gardiens? Oui et non, je dirais. Je vous en dirai pas plus, pour moi c'est oui et non, mais c'est sûr que c'est la fin d'un âge, et ça se sent comme je vous l'ai dit durant tout le film. Alors je veux dire un truc super passéiste, mais c'est un petit peu le dernier écho d'une époque révolue, ce film. Le dernier élément d'un passé qui est en fait déjà révolu. Les gardiens, c'était le dernier monolithe, le dernier élément qui nous restait du monde originel du MCU, le MCU des années 2000, début des années 2010, que l'on a malheureusement quitté avec Endgame et qui maintenant rame un peu à se créer une nouvelle identité. Même si je perds pas espoir, j'avoue que les derniers films qu'on nous a proposés, hormis celui-ci, sont plutôt inquiétants. Parce que choquants, parce que grotesques, parce que irrespectueux de l'univers. Là, c'est pas du tout le cas. James Gunn, il rend hommage à son groupe de super-héros par un film qui est dans la droite ligne des précédents, qui n'entre pas en rupture, qui est 100% respectueux, qui est pas choquant, qui est pas grotesque, qui est pas ridicule. Non, il rend dignement hommage à ses héros, mais t'as quand même l'impression que c'est un peu le dernier hommage. En soi, oui, ça m'a rendu triste, mais je pense que c'est une belle fin pour ce groupe, à l'inverse d'autres héros qu'il a fallu injurier pour mieux les remplacer. Là, il les injurie pas, il leur rend hommage, il rend hommage à chacun. Chaque personnage du groupe a une place, chacun a une histoire, a un parcours qui se termine, gros guillemets, ici, je vous en dirai pas plus, et tout ça est fait avec élégance en fait. Le terme que je cherchais, c'est élégance, c'est une bonne fin, c'est élégant. Oui, on aime ce qu'on l'on voit. C'est ce qu'on aurait dû avoir pour tous les héros du MCU. Après, est-ce que ça me rassure pour la suite? Pas du tout, parce que ce film-là n'a absolument aucun lien avec tous les autres films de la phase 4 ou de la phase 5. Il fait son petit truc dans son coin et c'est tout, donc ça me rassurera pas pour la suite puisque ce film n'est pas inscrit pour en faire partie. D'ailleurs, pour les gens qui se seraient arrêtés à Endgame, vous pouvez totalement voir ce film-là sans avoir vu tout ce qui s'est passé entre les deux depuis les 3 dernières années. Ce film, c'est la suite de Endgame, c'est pas la suite de la phase 4 ou le début de la phase 5 ou je sais pas quoi, c'est la fin de la saga de l'infini pour les gardiens, avec 3 ans de retard. C'est une sorte de dernière révérence de la saga de l'infini qui a ravi la vieille aigrie Marvel que je suis. La vieille aigrie Marvel qui maintenant s'enfonce de plus en plus dans le c'était mieux avant. Mais là j'ai eu un film à la sauce comme avant et j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est à l'ancienne des années 2000-2010, mais à l'ancienne quand même. Nous en arrivons à notre bilan, c'était bien, c'était même très très bien. J'ai pas été déçue pour un sou, j'ai même été ravie, j'ai ressenti plein d'émotions. C'était un vrai cocktail émotionnel. J'ai été emplie de nostalgie, j'ai été emplie d'un sincère attachement envers tous ces personnages qui sont développés avec intelligence et qui sont
intéressants, des messages intéressants qui sont portés dans le film, de l'humour qui est bien dosé, de l'image qui est dans la droite ligne, de la musique qui est bonne, mais que demande le peuple? C'était bien Marvel! C'était l'ancienne méthode, l'ancienne mouture, l'ancien système Marvel, et qu'est-ce que c'est mieux? Et désolé d'avoir à vous dire que à l'ancienne, ça passe mieux que les derniers films que j'ai vus. Sincèrement, ce film-là se hisse dans le palmarès des meilleurs films du MCU. C'est pas quelque chose qui arrivait depuis longtemps. Pour moi, il est meilleur que Le Gardien 2. Il est pas aussi bon que le premier, parce que le premier, j'ai une relation vraiment particulière avec lui. Dans la droite ligne du premier, au niveau de la qualité de rédaction, de la qualité de l'ambiance musicale, etc., je suis super contente. C'était hyper bien. C'était une belle aventure. C'est une belle conclusion, entre gros guillemets, pour la saga des Gardiens. J'ai passé un beau moment. J'étais en larmes 70% du film. Et du coup, est-ce que je vous recommande le film? Oui, que ce soit aux anciens de Marvel, donc aux fanas de la saga de l'infini, que ce soit aux nouveaux parce que c'est un très bon film Marvel, et même à ceux qui ont rien suivi depuis Endgame, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir suivi tous ces films cataclysmiques et autres séries malaisantes. Attention, je n'inclus ici ni Loki, ni Wanda, ça c'était trop bien. Qu'il y a eu depuis Endgame pour regarder ce film et en profiter pleinement. Et ça aussi, je suis désolée d'avoir à le dire, ça fait plaisir. On en a ras la cacahuète de devoir se taper des séries dont on se fiche complètement mal foutues sur Disney+, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans les films. Petit clin d'œil à The Marvels qui arrive très bientôt. Donc j'ai toujours pas eu le temps de rattraper la série sur Disney+, et je sens que je vais être larguée. Le fait que James Gunn ait réussi à tracer une ligne droite entre ces trois films, Les Gardiens et ajoutons Infinity et Endgame, sans que tu aies besoin d'avoir un baggage Marvel de 452 films et 657 séries, ça fait plaisir. Franchement, je suis énervée ravie. Je suis énervée contente. Franchement, je sais pas comment vous faites Marvel pour arriver à m'énerver même quand je fais le bilan d'un film que j'ai surkiffé. C'était trop bien. Je me demande même si c'était pas un coup de cœur. Allez-y, c'était cool. Merci Marvel de nous proposer quand même de temps en temps de très bons films. La fan des années 2000-2010 que je suis est contente. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo sur Les Gardiens de la Galaxie volume 3. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais et ça aide YouTube à référencer la vidéo. C'est aussi le cas des commentaires, je les lis tous, j'y réponds quand j'ai le temps, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé de ma tentative de ressembler à une ravageuse sans être une ravageuse, et de mon petit Groot qui arrête pas de tomber en avant parce que clairement je force pas assez à la salle. Il faudra déjà que j'aille à la salle pour ça. Donc dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi si vous avez aimé le film, dites-moi si vous irez le voir, dites-moi si peut-être je vous ai motivé à aller le voir parce que vous êtes déçus des précédentes moutures Marvel, je ne sais pas, j'espère. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé un bon moment devant un Marvel et je suis ravie de vous faire une vidéo positive sur Marvel parce que j'ai adoré la première partie du monde Marvel et ça me fait plaisir de retrouver un petit peu de ça et de pouvoir vous faire partager mon enthousiasme sur cet univers. Voilà, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnage. Peut-être du coup Les Gardiens de la Galaxie 3 au cinéma. Surtout prenez soin de vous et nous on se dit comme toujours, à très très vite. J'espère que ça ressemble à quelque chose pour vous. Attendez. I show you. Un petit t-shirt gris. Bon, j'ai pas le t-shirt officiel, effectivement. Petite ambiance bleu et rouge, un peu néon. Petite ceinture en cuir. Petit Groot. Je suis un ravageur. Enfin, je suis Star-Lord en fille, donc je suis un ravageur parce que je peux pas être Star-Lord. J'espère que vous apprécierez le petit bruit de l'extérieur. Lu vos commentaires, nous sommes à la fin de la vidéo. En soi, j'ai aussi une lumière rouge. Le problème, c'est que j'aimerais bien qu'elle soit plus haute, mais j'ai rien pour la surélever. Is it better? Putain, je fais des bruits de vieille machinerie. Est-ce que c'est mieux? J'ai hyper chaud, je vous préviens d'avance, mais je crève de chaud. Parce qu'évidemment, le jour où je suis une vidéo où je suis en veste en cuir et tout le bazar, c'est pas un jour où il pleut ou il fait moche. Non, non, les jours où il pleut ou il fait moche, c'est les jours où je filme des trucs où j'ai besoin de luminosité. Mais en tout cas, chez moi, là, tout de suite, il fait 26 degrés. J'espère que vous mesurez ma souffrance. Oui, mon chat poilu. Non. Tu vas dans ton lit. Tu vas dans ton lit, non. Là, tu seras bien. On va éloigner la chaise pour le moment. Et ben, je suis ravie de vous revoir. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique et nous on se retrouve juste après. J'ai chaud, qu'est-ce que j'ai chaud. Cause you're in love with me. Oh, say I hooked on a feeling.
Ah, j'ai trop chaud, je suis désolée les gars. Il tenait mieux sur les épaulettes quand même. J'ai beaucoup moins d'épaules que le manteau. Est-ce que je remets quand même ça? Oui, regarde, j'ai bricolé un truc parce que c'était pas assez grande pour faire le tour de moi et l'autre ceinture était pas brune. Donc j'ai bricolé un truc. Comme mettre... Oh, non, Groot. Anastasia, elle a une écharpe comme ça en bandoulière. Groot, avance-toi, bébé. L'étouffer de tes mains ou ta limite. Et non. I'm high on believing that you're in love with me. I'm high on believing. Ce qui est terrible, c'est qu'il faut que je remette la veste pour faire les photos. Enfin, je suis très contente de vous avoir fait cette vidéo. Avoir partagé avec vous un avis positif sur une production Marvel. Franchement, ça fait plaisir d'être 100% positif et d'avoir rien à dire. J'ai quasiment rien à dire. J'ai vraiment 2-3 pinaillages sur l'évolution de Groot, sur certaines choses, mais sinon, je suis super contente. Et ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir, je suis contente. Ouais, je suis un bon film Marvel, wouhou! Allez, je vous embête pas plus, je vais remettre ma veste, je vais faire les photos pour la miniature et on va ensuite aller bosser sur un cosplay qui n'a rien à voir pour le TGS de Toulouse. Voilà. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique. Ciao.